Est-ce qu'on en parle? Martin! Qu'est-ce que ça dire que ceci? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. C'est pas faux. Tu bluffes, Martini, il bluffe. Charles Perrin, Joey Moon. Et voilà, bravo, ces deux cons réveillez les enfants! Vous êtes un menteur! Je vous demande de vous arrêter. Dis-moi, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. est-ce qu'on en parle? Salut à tous, bienvenue dans la première de cette troisième saison d'Est-ce qu'on en parle. Bonjour Monsieur Mune. Bonjour à tous. Et Joey qui cette saison sera le plus possible notre éditorialiste, notre expert en chiffres, la totalité des décimales de pi ou encore le prix exact d'un pain au chocolat. Ça fait un peu polémique en France en ce moment. Il vous dira tout, mais aujourd'hui on va s'intéresser à un tout autre sujet qui revient dans l'actualité en France avec notamment les primaires pour la présidentielle, le retour de la manif pour tous ou encore les débats télévisés. Je parle bien évidemment de l'homophobie et également du harcèlement car les deux vont souvent malheureusement ensemble. Pour nous en parler, deux invités. Le premier nous vient d'outre-Atlantique, dans la province où actuellement on commence à avoir la guédillonnée. Monsieur Jasmin Roy. Bonjour, la guédillonnée. C'est ce qu'on nous a dit sur Twitter pour la goutonner dans le langage On québécois. parle de la guédille. De la guédille, d'accord. Ouais. Donc on a appris déjà quelque chose en ce début d'émission. On parlera avec vous de votre livre, donc Sale PD, ou comment en finir avec le harcèlement et l'homophobie à l'école dans quelques instants. Mais nous recevons également un jeune youtubeur français, créateur de la chaîne Lukitou, puisque tel est son pseudo, chaîne qui compte plus de 40 000 abonnés. Il sensibilise et parle sans tabou de l'homosexualité sur internet. Et avec nous aujourd'hui, bonjour Lukitou, tout simplement. Bonjour, merci Luc. de m'accueillir. Merci à toi, merci d'être avec nous. Autour de moi, deux formidables nouveaux chroniqueurs. La première est l'amie des chevreuils, notamment ceux qui broutent sur le bas-côté de l'autoroute pendant qu'elle parle dans la radio des chauffeurs de camions. Aujourd'hui, elle est exceptionnellement réveillée le jour, c'est Laurine Desfarjas. Salut Laurine. Salut à tous. Également avec nous un fan de hockey, comme c'était votre cas, Jasmin Roy, on l'a lu dans votre livre quand vous étiez petit. Ah, quand j'étais petit, Quand vous étiez petit. Plus maintenant. Plus maintenant. Non. Un sport qui visiblement a également son petit succès en France, puisque Alexis à la petite est un amateur du genre. Aujourd'hui, ce n'est pas le palais du terrain, mais le palais de son faciès qui va s'animer, puisqu'il a des choses à dire. Salut Alexis. Salut tout le monde. Évidemment, dans Est-ce qu'on en parle, on va débattre et même témoigner cette année, mais on va débattre de quoi, Joey? Et au programme, un débat, l'homophobie en France en 2016. Où en est-elle actuellement? Pourquoi est-on homophobe? Comment cela se déclenche-t-il? Nous y répondrons avec nos invités. Et puis, nous aborderons le cas du harcèlement à l'école. Comment y faire face? Nous verrons tout cela à travers vos témoignages. Est-ce qu'on en parle? C'est aussi la boîte à questions de Siri, le tribunal des auditeurs, le désap, l'actu, le jeu des cadeaux. Le livre de Jasmin Roy sera à gagner, mais tout de suite, place au face-à-face. Le face-à-face. Avec du Céline Dion, puisque vous êtes québécois, Jasmin Roy, mais également parce que Luc est fan de Titanic. Ouais, j'adore. Ah Tu ouais l'as vu combien de fois, Luc, Titanic? Je sais pas, tellement de fois je compte plus. La prochaine fois, c'est pour quand? Je sais pas. Peut-être bientôt, on va en reparler Pour le Titanic tout à sequel, l'heure. pour la suite. Bah oui, mais on va reparler Titanic tout à l'heure, c'est pour ça qu'on vous le met dès maintenant en fin d'émission. On va débuter ce face-à-face avec vous, Jasmin Roy, comme on le disait, vous êtes comédien, et pour nos amis québécois, vous avez notamment interprété Philippe Gratton dans l'adaptation de Caméra Café. Vous êtes également animateur de télévision, chroniqueur radio, créateur de la fondation Jasmin Roy qui lutte contre le harcèlement scolaire, conférencier, metteur en scène, auteur, vous faites plein de choses en fait. Oui, j'ai fait plein de choses. Est-ce que je fais tout bien? Je sais pas, mais j'ai fait plusieurs choses. Il y a un métier que vous ne faites pas encore? Un métier que je ne fais pas encore. Peut-être réalisateur. J'aimerais réaliser la télévision ou des films, oui. Ça, j'aimerais beaucoup. Réalisateur, peut-être votre Oui. prochaine profession. Pour que les gens apprennent à vous connaître un peu mieux, il n'y a pas d'autre personne mieux placée que vous pour parler de vous. On écoute. Pour avoir été violenté moi-même physiquement, psychologiquement, pendant 5 ans, jour après jour, je sais ce que les intimidateurs sont capables de faire. Aujourd'hui, avant d'intimider quelqu'un, posez-vous simplement cette question. Est-ce que j'ai le goût de participer à la destruction d'un être humain? Certaines personnes prétendent encore que l'intimidation permet aux jeunes de s'endurcir, de se défendre. Mais la violence, les injures, les moqueries n'ont rien de constructif et finissent par détruire le jeune. Jasmin Roy, vous êtes l'auteur d'un livre qui a été best-seller au Québec sous le titre d'Hostie de Fif, donc Sale PD, et que l'équipe a lu avec beaucoup d'attention. C'est principalement ton cas, Joey. Effectivement, vous avez écrit donc Sale PD, comme vous l'avez dit, aux éditions de l'Homme. C'est un titre fort et qui reflète donc vos 5 années de harcèlement à l'école, principalement parce que vous étiez différent, même si vous n'aimez pas ce terme-là, parce que vous l'avez dit hors antenne. Et vous avez décidé donc de le raconter pour la première fois, comment vous avez été humilié, traité, agressé, tout en alimentant de témoignages que vous avez recueillis, et on le remarque dès le début du livre avec la préface de Nora Fraisse, qui a donc perdu sa fille, qui s'est suicidée. On va y revenir tout à l'heure. Alors, globalement, votre livre est touchant, puisque c'est une situation qui touche beaucoup de monde malgré tout, mais je me suis posé quand même quelques questions que je vais vous poser. Alors, je me suis demandé si, au final, votre livre, en fait, c'est pas une sorte de biographie qui fait un peu un focus sur un moment de votre vie
parce que au final, le titre, c'est donc comment lutter contre le harcèlement à l'école. Et je me suis demandé comment ne plus être harcelé à l'école. Est-ce que vraiment vous le traitez à l'intérieur de ce livre ou c'est plus un livre où vous vous livrez vous? Oui, c'est plus un livre témoignage. C'est plus un essai aussi parce que ce qui a créé un grand remous au Québec, premièrement, nous, on parle d'intimidation. On ne dit pas harcèlement scolaire, on dit de l'intimidation à l'école. D'ailleurs, on devrait dire du harcèlement à l'école. Je crois que ce qui a créé le remous au Québec, c'est le fait que je mettais en contexte, en parallèle, mon histoire et l'histoire de jeunes aujourd'hui qui vivaient la même condition que moi, donc la même difficulté. Et quand je suis arrivé dans les médias, parce qu'avec un titre comme celui-là, tous les gens étaient très surpris, mais j'ai dit c'est l'essence même des souffrances que j'ai vécues, aussi des injures que j'ai subies. Et je leur disais, dans nos écoles, les jeunes s'expriment comme ça, et souvent devant les adultes. Et parce que c'est de l'homophobie, souvent les adultes vont banaliser encore plus. On intervient beaucoup plus facilement sur le racisme que sur l'homophobie en milieu éducatif. C'est vrai, oui. Donc, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de mon histoire, parce que j'ai voulu laisser un héritage. C'est sûr qu'à travers ma fondation, aujourd'hui, on arrive dans les solutions, on pourrait en discuter. On est beaucoup plus dans créer des milieux positifs, bienveillants, où tout le monde va pouvoir trouver sa place, où la discrimination n'est pas bienvenue. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Ça a été l'ouverture vers une réflexion sociale parce qu'il fallait la faire. Très bien. Et c'est un livre qui contient également beaucoup de témoignages d'autres personnes en dehors de vous. Vous avez beaucoup de témoignages de garçons. C'est quelque chose que j'ai noté. 9 témoignages de garçons et un seul de filles. Pourquoi? Parce que les filles se livrent moins ou... Non, tout simplement parce que l'homophobie en milieu éducatif, c'est un problème surtout de garçons. Les garçons féminisent quand ils veulent se rabaisser. Donc, à chaque fois qu'un garçon veut rabaisser un autre garçon, il va trouver des caractéristiques qui appartiennent aux filles. Donc, il va dire essentiellement, il est plus empathique, il est moins physique, il est moins porté à la violence, moins sportif. Donc, aussitôt qu'un garçon a des caractéristiques qui appartiennent traditionnellement, je dis bien traditionnellement parce que c'est des stéréotypes, aux filles, souvent, il va être rabaissé. Donc, c'est des garçons qui sont plus à risque. D'ailleurs, il faut parler de rapports égalitaires de plus en plus en milieu éducatif dès la petite enfance pour éviter tous ces problèmes d'homophobie et ces problèmes de genre. Et on dit qu'à peu près 40% des garçons qui sont victimes d'homophobie en milieu éducatif ne seront même pas homosexuels. Donc, l'homophobie à l'école ne se manifeste pas de la même façon que l'homophobie en société. En société, moi, je suis homosexuel. Je peux être discriminé en lien avec mon orientation sexuelle, mais en milieu éducatif, c'est tous ceux qui sont présumés, donc tous ceux qu'on pense qui sont homosexuels. Et souvent, même dans le sport, on utilise ça entre les garçons quand on veut rabaisser un mauvais coup. Donc, il faut changer notre discours, surtout que maintenant, les lois sont claires. Les lois protègent la communauté LGBT, donc il faut absolument que ces lois-là s'appliquent à l'école. Alors, on va donner la parole à nos chroniqueurs dans quelques instants. J'ai juste une dernière question avant, Jasmin Roy. Vous dites dans votre livre que vous avez été proche, justement, parler des filles dans votre enfance, principalement. Et vous dites à peu près la même chose qu'un animateur en France très populaire, Laurent Ruquier, qui a écrit un livre également sur lui, Radiographie, qui a été dans une école donc, de filles, parce qu'il n'y avait plus de place dans l'école des garçons. Et il raconte, ces 4 années passées chez les filles ont-elles été un élément déterminant dans ma sexualité future? Freud seul le sait et je dois avouer que je me suis souvent posé la question. On sait bien évidemment que ce n'est pas le cas, mais c'est quoi en fait cette proximité avec les filles? Est-ce que c'est un sentiment de sécurité par exemple? Moi, je suis venu au monde, quand à la naissance, j'avais des problèmes de motricité, donc des problèmes avec mes pieds, mes jambes. Donc, j'étais moins sportif, moins porté vers le sport, pas parce que je ne voulais pas. J'avais vraiment, comme vous le disiez en entrée de jeu, une ambition vers le hockey. J'aurais voulu jouer, patiner, faire du ski, mais ma condition ne me permettait pas ça. Donc, j'ai développé d'autres aptitudes. Puis c'était beaucoup plus des aptitudes intellectuelles, le bricolage, la cuisine. J'étais bien avec les femmes parce que j'étais un peu le héros des femmes. Vu qu'avec les garçons, j'avais pas la force pour compétitionner. Avec les filles, je devenais un petit peu le protecteur, je devenais le roi. Donc oui, ça m'a beaucoup revalorisé, mais il faut faire attention quand on parle d'orientation sexuelle et justement cette proximité avec les femmes parce que moi, j'ai des amis autochtones, donc des Premières Nations au Québec qui sont, vous les verriez, ils ont toutes les caractéristiques des garçons traditionnels. Ils vont à la chasse, ils vont à la pêche, ils vont pas dans les boutiques pour s'acheter des souliers avec les filles. Oui, bien sûr. Comprenez-vous? Donc, il y a des garçons aussi qui sont beaucoup plus près de leur père
et qui vont aussi être homosexuels. Ça, c'est des stéréotypes. Mais c'est sûr que quand tu es ostracisé dans un milieu où les garçons sont très forts et toi, tu es beaucoup plus intellectuel, c'est sûr que les filles, c'est des bonnes alliées. Laurine. Donc vous pensez justement que ce handicap, ça vous a orienté vers cette orientation sexuelle? Non, pas du tout. Non? Non. Moi, je pense que l'orientation sexuelle, ça fait partie du développement de la personnalité. Encore aujourd'hui, c'est pas très clair. À un moment donné, il y a même eu des études qui ont dit est-ce que c'est génétique, est-ce que ce l'est pas? Parce que moi, j'ai mon meilleur ami, un jumeau identique, puis j'ai un jumeau hétéro et un jumeau homo. Donc, il faut faire très attention aux généralités. Moi, je pense que ça fait partie c'est biopsychosocial. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on va éventuellement être attiré par un sexe plutôt qu'un autre. Et des fois par les deux sexes aussi. D'accord. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, ça existe. Hein. Alexis? Moi, je voulais revenir sur le fait que vous venez du Canada, du Québec. Et j'y suis déjà allé, j'ai un ami qui habite là-bas. Et la mentalité est très différente au point qu'il y a une rue à Montréal qui est dédiée aux gays, tout ça. Et la mentalité est très différente. Pour donner un exemple, je suis rentré dans quelqu'un et c'est la personne qui m'a dit pardon, alors que c'est moi qui lui ai rentré dedans. Pour montrer la mentalité qui est celle que j'ai vue est super et je voulais savoir un peu comment ça se fait que ça marche pas. Est-ce que les Québécois sont vraiment plus sympathiques que les Français? Ouais, c'est ça. Ça dépend des Québécois, comme ça dépend des Français. Moi, honnêtement, je vous trouve plutôt sympathique. Je trouve que, merci. Je trouve que vous avez plutôt tendance, des fois, à vous voir négativement, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai parlé à des gens, puis je trouve ça dommage, parce que je trouve que vous avez des grandes forces. Je trouve que vous avez des grandes qualités. Puis je pense qu'il faut commencer à les regarder aussi, puis arrêter de dire que vous êtes moins empathique que les Québécois. Moi, j'ai rencontré des gens formidables ici à Paris. Je suis venu à plusieurs reprises en France et j'ai plutôt trouvé les gens sympathiques. Vous avez une façon peut-être d'aborder les choses qui sont différentes, mais il faut aussi que ça vous appartienne. On n'a pas de rue gay, on a la rue Sainte-Catherine qui appartient au village gay à Montréal, qui est, oui, c'est vrai, qui est très mobilisé, mais n'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, toute la mobilisation gay est en train de se déconstruire. Pas parce qu'on recule au niveau de nos droits. Au contraire, il y a une étude américaine qui est sortie dernièrement, c'est que justement, parce qu'on est en train de gagner le combat, on n'a plus besoin de se réunir dans des ghettos. Donc, on fait partie de la famille. Moi, je trouve que dans les dernières années, ce qui s'est passé au Québec, ce qui est formidable, c'est qu'on a repris notre place dans la famille. Moi, à mon époque, j'ai 51 ans, il fallait faire le deuil de la famille. C'était très dur pour nous autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'hommes se sont mariés, malgré qu'ils étaient homosexuels, et même des femmes, parce qu'on voulait construire des familles. On a les mêmes goûts, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs que tout le monde. Et ce qui était difficile, dans mon cas à moi, je ne veux pas généraliser, mais ça a été très difficile de dire si j'assume mon orientation sexuelle, parce que c'est pas un choix, hein, c'est fondamental, je dois oublier la famille, le mariage. Et j'ai été quand même chanceux. Moi, j'ai eu des parents qui étaient très ouverts à cette réalité-là. Mais il y en avait pour qui c'était plus difficile. Mais nous, au Québec, quand j'étais jeune, il y avait à peu près 80% des parents qui refusaient l'orientation de leur enfant, 20% qui acceptaient. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui acceptaient. Aujourd'hui, en peu de temps quand même, c'est l'inverse. Donc, on est en train de gagner. Les gens ont compris, les gens comprennent. Avant de s'intéresser donc à toi, Luc, j'ai une dernière question pour vous, Jasmin Roy. Est-ce que vous avez été recontacté par certains de vos agresseurs lorsque vous êtes devenu populaire au Québec? Ah, oui, ça, c'est toujours la grande question. Quand j'étais dans Chambre en Ville qui a été un phénomène social, c'était comme La Voix, vous appelez ça The Voice, je crois. Oui. Alors, c'est un phénomène de société, ça a duré 7 ans à la télé québécoise. J'ai des gens qui m'ont parlé à ce moment-là, mais moi, je ne veux pas d'excuses. Et d'ailleurs, dans mon livre, je le dis... Vous avez un chapitre qui concerne vos agresseurs, justement. Oui. Parce que j'ai pardonné. J'ai pardonné à l'époque. C'était une autre époque. On ne parlait pas d'harcèlement à l'école non plus. On ne parlait pas non plus beaucoup de la réalité homosexuelle à l'école. Et honnêtement, j'en veux pas au passé. Mais à la journée où quelqu'un lit mon livre et qui comprend les conséquences, puis la journée où on comprend qu'il y a des conséquences au harcèlement scolaire en général, pas juste le harcèlement homophobe, si on ignore ça et qu'on continue, là, on a un problème de société très grave.
Luc, toi, tu as une vingtaine d'années. Tu fais des études esthétiques, mais surtout, tu es youtubeur. On ne présente plus YouTube, mais bon, pour Tata Isabelle, que j'embrasse d'ailleurs, c'est une plateforme sur laquelle tout le monde peut poster ses vidéos et même parfois vivre avec les revenus générés. Tu parles beaucoup de choses sur ta chaîne. D'ailleurs, Joey, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la chaîne de Lukitou ? Oui, Lukitou, donc, ou Luc, c'est une chaîne YouTube avec 40 753 abonnés. J'ai regardé donc cette semaine. Vous faites des tutos maquillage, vous donnez des conseils, des astuces, parfois même vous racontez votre vie avec votre copain Valentin, qui est aussi lui youtubeur. Qui devait être là aujourd'hui, mais du coup... Qui n'a pas pu venir, qu'on salue d'ailleurs. Et puis, vous traitez aussi des sujets beaucoup plus sérieux comme l'homophobie ou l'homosexualité. Alors, votre chaîne me fait avoir deux avis, parce qu'il faut avoir conscience qu'il y a quand même un cœur de cible pour ces vidéos-là. Par exemple, la crème, le maquillage, etc. Pour ma part, c'est pas trop mon truc. Mais il y a aussi des vidéos donc, on voit beaucoup plus et qui sont un peu plus intéressantes, je voudrais dire, pour cette émission-là. C'est que vous parlez d'homophobie, d'homosexualité, parce que d'un côté, vous vous assumez. Oui. Parce que vous donnez des conseils et surtout parce que la vidéo, vous avez trouvé un bon moyen, c'est que c'est viral, c'est-à-dire que ça se propage partout. Et donc, vous donnez aussi de l'espoir à certains et vous parlez aussi de vos problèmes. Mais je vais me faire l'avocat du diable un peu avec cette question. Est-ce que vous, paradoxalement, vous participez à entretenir les stéréotypes, entre guillemets, avec vos vidéos parce que vous traitez de sujets qui sont assez féminins quand même? Oui, c'est vrai que, on m'a souvent dit, comme tu es homosexuel, c'est normal que tu parles de la beauté. Alors que non, ça n'a rien à voir. La beauté, c'est parce que c'est ma passion. Ouais. Et je veux dire, on peut être homosexuel et avoir une passion comme le foot. Je veux dire, il y a des stéréotypes comme ça. J'ai jamais vraiment compris, mais bon, c'est emprunté aux filles plutôt, je pense. Ou à l'inverse, on peut être hétéro, se maquiller, etc. Oui, c'est ça. Mais on peut être hétéro et trop hétéro aussi. Moi, je suis désolé, là, mais moi, je crois qu'il y a une diversité dans n'importe quelle communauté et je crois que dans la communauté homosexuelle, il y a une grande diversité comme dans la communauté hétérosexuelle. Et faut faire attention à ça parce que des fois aussi, on est discriminé même au sein du groupe. Hein. Oui, c'est ça. D'ailleurs, juste avant, on va écouter un extrait de ta chaîne, Luc. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va ouvrir une nouvelle catégorie sur ma chaîne qui va s'appeler Talk Time. En fait, c'est des vidéos où je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur comme l'homophobie. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir voir les arguments de tout le monde, de pouvoir comparer, revoir peut-être son avis sur ce qu'on pense. Et certains d'entre vous m'ont dit que grâce à mes vidéos, ça avait changé leur vision de voir l'homosexualité, le fait que les garçons se maquillent. Et je suis vraiment content d'avoir pu vous aider à changer votre vision des choses. Ça peut aider des gens, ça peut permettre à des gens de faire plus attention. Et ça peut surtout permettre aux personnes qui sont homophobes de se rendre compte de leurs actes. Joey, tu avais une question juste avant l'extrait. Oui, justement, comment vous faites pour vous assumer en étant sur YouTube? Parce qu'on sait que les réseaux sociaux, par exemple, c'est un déferlement de haine et de commentaires. Moi, tout simplement, j'y prête pas attention. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, ça pouvait être un peu... quand on commence comme ça, déjà... J'ai attendu 5 ans avant d'ouvrir ma chaîne parce que au collège j'ai eu de l'harcèlement et pas une grosse forme d'harcèlement mais qui m'a touché et du coup c'est pour ça que j'ai pris du temps avant d'ouvrir ma chaîne parce que je savais qu'il y avait toutes ces critiques et tout et j'ai commencé j'ai vraiment commencé ma chaîne en mars dernier et au début j'avais les critiques qui me touchaient un peu mais au fur et à mesure j'ai su m'en détacher et aujourd'hui je vois mais ça me passe au-dessus parce que si je m'arrêtais à ça j'en serais pas là aujourd'hui, par exemple. Mais il doit pas avoir que des critiques. Non, il n'y a pas que des critiques, évidemment. Heureusement. C'est vrai qu'il y a des commentaires très très durs quand même sur ta chaîne. Tu dois être blindé en fait à force de lire des choses comme ça. Bon, il y a des super commentaires, mais aussi des commentaires très assassins. Je me concentre là-dessus en fait. Et puis les gens qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, qui sont assez nombreux. Et ça fait toujours plaisir et je me rends pas compte en fait. Quand je vois les critiques, ça me passe au-dessus. Laurine ? Justement, là, on parle des commentaires négatifs. Est-ce que tu as eu aussi des commentaires positifs? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Oui, ça m'a permis, je pense, un peu plus de prendre confiance en moi. Parce que c'est vrai que, à cause de ce que j'ai vécu au collège, ça m'a un peu renfermé. Et ça m'a permis de m'ouvrir, ça m'a permis de grandir, tout simplement. Et comment tu fais face justement à ces commentaires? Peut-être vu que ta famille, je sais pas, regarde sûrement tes vidéos, tes proches. Ils en pensent quoi de tout ça? Moi, ils me soutiennent. Ils savent que quand je veux quelque chose, je le fais, donc ils me mettent pas de barrière en fait. Et Joss Marois, comment vous trouvez en fait ce nouveau phénomène sur YouTube, donc des gens qui parlent de leur vie? Vous trouvez que c'est une bonne chose ou au contraire vous trouvez que peut-être on devrait prendre plus de distance avec sa vie privée sur Internet? Honnêtement, nous, c'est pas un grand phénomène qu'on suit au Québec. Ouais. En France, c'est devenu très viral. Oui, bon, mais tant mieux. Ça dépend comment c'est fait. Moi, j'ai toujours dit, tant que tu nuis pas aux autres, tant qu'on n'est pas là pour nuire aux autres, puis on est là surtout pour construire quelque chose de positif, allons-y. Ouais, moi, le principal but
but de ma chaîne, c'est d'aider surtout. Alexis? Moi j'ai une dernière question, c'est tu vas parler de quoi dans ta prochaine vidéo du coup? Et bah là, la prochaine vidéo, ce sera sûrement le vlog de mon séjour à Paris. Ah, cool, pour cette émission. C'est ça. Justement, vu qu'on parle de l'avenir, on s'expose à quoi quand on a la vingtaine, qu'on est ouvertement gay dans une société française en 2016? Comment on le vit en fait? Au quotidien? Ouais. Quand justement on est sur YouTube et qu'on est quand même une personne qui est devenue un peu populaire sur Internet. Bah, moi je le vis très bien. J'ai jamais eu de critique en face par rapport à ça. Sûrement dans le dos, mais ça, il y en aura toujours. Mais je veux dire, non, j'ai pas eu de critique par rapport à mon parcours YouTube. Très bien. Bah, on le souhaite en tout cas que ça continue comme ça. Oui, Joey? Une petite question. Est-ce que avec tes vidéos, t'as aussi l'envie de créer quelque chose, par exemple une association, comme Jasmin Roy qui a fait avec sa fondation? Est-ce que tu as envie de porter le sujet un peu plus haut? Bah, c'est vrai que j'aimerais bien. Après, j'ai que 19 ans, donc bon... L'âge n'empêche rien. Oui, c'est vrai. Mais je pense que je vais continuer mon chemin comme je le fais maintenant. Et puis après, petit à petit, ça va construire une communauté qui va peut-être construire quelque chose de plus grand. Merci Luc, merci Jasmin Roy. On va désormais passer au tribunal des auditeurs. Le principe, répondre au plus de questions possibles d'auditeurs en 2 minutes. Si la musique s'arrête, c'est fini. Le tribunal des auditeurs. Question de Djibril pour Jasmin Roy. J'ai commencé votre livre, mais comme les chapitres sont courts et qu'il y a beaucoup de pages blanches, est-ce que vous n'avez pas peur de provoquer la colère de Nicolas Hulot? C'est qui Nicolas Hulot, c'est un écologiste français qui a fait une émission très populaire, Ushuaïa. Ah non, je crois pas, non. Honnêtement, au Québec, il était beaucoup plus mince, le livre, mais là, ils ont choisi ce format-là. C'est pas moi. S'il y en a qui sont en colère, justement, prêtez-le aux gens. Faites-le partager autour de vous. Rendez-le utile. Question de Manon pour Luc. Quand est-ce que Valentin va s'acheter un vrai micro, donc ton copain? Non pas parce que entre tes vidéos et les siennes, la qualité n'est vraiment pas la même. Bah, j'espère bientôt parce que c'est vrai qu'il y a une différence de qualité, mais bon, je pense qu'il va économiser pour s'en acheter un. Question d'Océane pour Jasmin Roy. Vous avez un très beau prénom, très original, je tenais juste à vous le dire. Est-ce que vous l'aimez bien aussi? Oui, c'est le prénom de mon père. Je suis un petit junior. Jasmin Roy Junior. 2. Question d'Alban pour Luc. Est-ce que tu comprends qu'on puisse suivre ta chaîne uniquement pour tes vidéos tags en couple, mais pas pour le maquillage par exemple? Ouais, je comprends parce que c'est vrai que c'est des vidéos assez virales, donc du coup, ça plaît plus aux gens de savoir un peu la vie privée des autres. Ça a toujours été comme ça. Question de Max pour Jasmin Roy. Il paraît que vous êtes invité chez Michel Simès dans le magazine de la santé. Du coup, j'ai une question. Est-ce que vous aimez les blagues bien lourdes? Ça dépend des blagues. Est-ce que Michel Simès c'est un spécialiste de l'humour? Ah je vais voir ça, je le vois tout à l'heure. Alors. Vous lui poserez, vous verrez, vous aurez la réaction. Ça veut dire quoi une blague lourde? Ça veut dire... disons qu'il aime... déplacé Non, pas spécialement, mais il aime rentrer dans des sujets de l'humour... Grivois. Voilà. Grivois. J'ai pas peur de ça. Question de Justine pour Luc. Ta série Humave, Un jour avec moi, c'est plutôt devenu Humauve 1 mois avant une vidéo. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est un moment avec vous déjà. Et oui, il faudra lui dire. Ouais, c'est vrai que en ce moment, c'est pas très régulier. Et dernière question, vu que les musiques s'arrêtent, question de Julien pour Jasmin Roy. J'essaye de faire l'accent québécois, mais je n'y arrive pas. Avez-vous une technique particulière à m'enseigner? Eh mon Dieu, non. Moi, j'essaye plutôt de bien parler, malgré que j'ai un accent. Je sais que nous, on met beaucoup... Les A sont très graves. Ça va bien. Mais je trouve qu'on a un accent plutôt charmant. Pas un accent de caribou, parce que je suis arrivé à Paris, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, vous avez un accent de caribou. » J'ai dit « Oh, vous avez jamais rencontré un caribou, hein? » Est-ce qu'on en parle? Revient dans quelques instants pour la boîte à questions de Siri et le débat en compagnie de nos invités. L'occasion de faire une petite pause musicale avec Calogero, j'ai le droit aussi. Car oui, quoi que l'on vous dise, vous avez le droit aussi. La boîte à questions de Siri. Nous sommes toujours en compagnie de Jasmin Roy et de Luc Itou. On parlera d'homophobie dans quelques instants, mais avant cela, est-ce que vous connaissez l'application Siri sur mobile? Non. Non? Eh bien, Siri, c'est une application française qui répond quand on lui pose des questions et Siri est avec nous aujourd'hui. Salut Siri. Bonjour Charles, que puis-je faire pour vous? Aujourd'hui, on parle d'homophobie, mais c'est quoi exactement l'homophobie, Siri? Le terme homophobie, apparu dans les années 1970, vient de homo, abréviation de homosexuel, et de phobie, du grec phobos, qui signifie crainte. Il désigne les manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L'homophobie n'était donc pas présente avant les années 70 ?
L'homophobie a traversé les époques sous d'autres noms avec plus ou moins de succès. Légale depuis la Révolution de 1789, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale en France depuis 1981. Pourtant, les politiques de 2016 débattent encore de sa présence dans la société. Bon, enfin, série mise à part Christine Boutin, on est un peu loin du compte quand même. L'année dernière, l'association SOS Homophobie a recensé pas moins de 1318 témoignages. C'est 3 fois moins qu'en 2013, mais cela reste une statistique très élevée. Beaucoup de Français sont toujours victimes d'actes homophobes, dans la rue, au travail, en famille ou bien même à l'école. Voilà, une autre question ? Oui, Siri, pendant qu'on y est, c'est quoi un homophobe ? Je n'aime pas être vulgaire. Je vais donc citer Monsieur Wilson Lambert. Un homophobe, c'est un nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de sa mère. Merci Cyril, ça rime, mais c'était très poétique. Oui, Charles, je suis également poète. Et merci à Cyril. Oh là là. Merci à Cyril Mazzotti, la voix française de Siri. On précise bien évidemment qu'il s'agit d'une citation du film Matrix Reloaded. Merci Cyril, c'est l'heure du débat. Est-ce qu'on en parle ? Vous le savez, on va parler d'homophobie et de harcèlement scolaire aujourd'hui dans Est-ce qu'on en parle ? Le deuxième sujet interviendra dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on va principalement se concentrer sur l'homophobie désormais, avec déjà ce premier thème, Joey, l'homophobie en France en 2016. Et oui, pour ce débat, la question est simple. Est-ce que l'homophobie est toujours présente en France en 2016 ? Alors, pour en parler, faisons l'état des lieux. D'après le rapport annuel SOS Homophobie sorti donc en mai 2016, figurez-vous que le nombre de discriminations a diminué par rapport à 2013. Alors on va aussi nuancer avec 1318 témoignages de victimes de discrimination contre 3717 auparavant. Cependant, les manifestations d'homophobie existent toujours et se manifestent soit par le rejet de l'ignorance à 55%, des insultes à 48%, voire même des discriminations et le plus souvent à 18%, ou encore pire, l'agression. Et là, le nombre de cas reste persistant avec 152 cas reportés. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'homophobie subsiste ? Jasmin Roy, pour vous, pourquoi les gens sont homophobes en 2016 comme ils l'étaient depuis des centaines d'années en fait ? Moi je crois que c'est un manque de connaissances, un manque d'éducation, parce qu'aujourd'hui j'entendais les statistiques, vous c'est en 1981 que l'homosexualité n'est plus une maladie mentale. Une maladie, nous c'était en 73, donc on avait quand même une décennie avant vous. Je crois que c'est parce que c'est des clichés qui traînent et c'est des gens qui ont été mal éduqués. C'est des gens qui ne connaissent pas non plus la science, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment prouvé, démontré que l'orientation sexuelle, ça faisait partie de la diversité normale de la nature humaine et aussi qu'on retrouve dans 450 espèces dans la nature des comportements homosexuels, donc c'est pas anormal. Ça fait même partie de la survie de certaines espèces. Donc, certaines espèces, puisqu'ils ont des relations homosexuelles, peuvent mieux survivre, subsister dans la nature. Donc, à mon avis, c'est un manque de connaissances. Et l'ignorance, c'est la pire chose pour, justement, entretenir des préjugés et l'homophobie, à mon avis. Donc, il faut mieux éduquer et l'éducation doit commencer dans les écoles. Luc, toi qui a 19 ans, est-ce que dans les écoles, aujourd'hui, on enseigne ce genre de choses ? On en parle un peu, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait. Enfin, moi, je sais que collège, au lycée déjà, on n'en parle pas du tout. J'en ai pas entendu parler. Et au collège, il y a des petites interventions, mais c'est pas. Moi, je m'attendrais à plus d'interventions pour sensibiliser encore plus de monde. Il faut faire attention. Il faut plutôt parler de sexualité en général, de relations humaines, parce que quand on parle d'homosexualité, tout le monde parle de la relation sexuelle. Mais c'est avant tout des relations relationnelles, dans le sens qu'on a des relations de couple. On est comme tout le monde, on veut aimer, on veut se faire aimer. Il n'y a pas que l'acte sexuel. Donc, il faut parler globalement de sexualité dans les écoles et l'homosexualité, comme la bisexualité, comme les trans, doivent faire partie de cet univers qui est tout à fait normal chez l'être humain. Ça fait partie de sa nature. Donc, il faut en parler, mais parler surtout de l'importance relationnelle dans une relation sexuelle. Parce qu'il n'y a pas que le sexe, il y a toute l'implication émotionnelle qui, à mon avis, doit prédominer. Et je me permets de rebondir sur ce que vous dites, puisque vous avez déclaré que les professeurs, les enseignants, du moins au Québec, ne prenaient pas la défense
des jeunes homosexuels, bisexuels, lesbiennes, parce qu'ils avaient peur d'être étiquetés comme des alliés des gays. Vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui? J'en parle dans mon livre. Aujourd'hui, c'est moins pire, mais surtout chez les garçons et surtout dans le sport, oui, c'est vrai qu'il y a des hommes hétérosexuels qui vont éviter d'aborder le sujet ou interviennent peu sur des propos homophobes en milieu scolaire pour pas avoir l'impression qu'ils sont eux-mêmes homosexuels, même s'ils ne le sont pas. Mais il y a une tendance au changement. Par exemple, Laurine, Alexis, vous, quand vous étiez au lycée, vous avez entendu souvent ce genre de phrases, de violence verbale, en fait, envers vos Déjà, camarades? le mot PD est banalisé, je trouve. Il est utilisé à tout va, n'importe quand, pour n'importe quoi. Même pour certains, c'est limite amical. Voilà, c'est ça. C'est devenu banal. Donc, du coup, je pense que ça joue aussi sur ça. Et c'est vrai que chez les garçons, il y a vraiment une peur d'être considérés comme homosexuels, en fait. Les garçons hétéros, ils ont peur qu'on les considère comme homosexuels. C'est vraiment une humiliation, en fait, on dirait. Donc, ça, c'est un vrai problème aussi, je trouve. Je suis d'accord. Oui, parce qu'on a des problèmes égalitaires dans nos sociétés modernes. Et encore aujourd'hui, des qualités chez un garçon qui appartiennent par tradition, je le redis, et stéréotypes aux femmes, c'est mal vu. En quoi avoir des qualités qui appartiennent à une femme, c'est une tare chez un garçon. Oui. Pourquoi moi, si je suis empathique, si je suis près de mes émotions, je suis moins qu'un homme? Voyons donc. Non, c'est un concours de virilité, je trouve. Oui, c'est ça. Non, mais là, il faut sortir de ça. Joey? On l'a vu dans la société, donc il y a du racisme ordinaire, notamment chez les politiques, comme Christine Boutin qui disait que c'est infâme, l'homophobie, donc c'est condamné par la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit que l'homophobie est ordinaire et elle est présente partout? Est-ce que ça pose encore un problème dans l'éducation, en fait? L'homophobie est souvent banalisée. Puis, c'est parce que ça fait tellement d'années et de siècles qu'on banalise l'orientation sexuelle qu'on est un peu... on a pris des mauvais plis. C'est ce qu'on dit, nous, au Québec. Un peu comme quand on parle d'égalité homme-femme, souvent je donne l'exemple d'un souper de famille. Souvent, les femmes se lèvent avant les hommes pour ramasser les assiettes vides. Je me dis, ça, c'est un mauvais pli de société. Donc, c'est parce qu'on est habitué. Puis là, maintenant, ça prend un effort collectif pour changer. Mais c'est en train de se faire. Moi, je crois c'est plutôt encourageant ce qui se passe sur la planète là, par rapport au combat LGBT. On est en train de gagner. On en parle de plus en plus. Si aujourd'hui, on est capable d'avoir une table ronde et de débattre sur ce sujet, c'est parce que pour vous, les jeunes, ça fait partie d'une problématique et il faut adresser des solutions. Donc, moi, je trouve ça plutôt sain. Mais à contrario, on regarde en France, par exemple, on est dans une année présidentielle et on voit le débat donc, de la Manif pour tous se replacer au centre de la politique. Et là, on voit ce que vous avez dit, on commence à immerger vers quelque chose de bien. Et là, on voit donc des politiques qui disent non, en France du moins, le mariage pour tous, par exemple, n'a pas sa place en France, ou peut-être même ailleurs. Pourquoi on recule face à ça? Je vais être plutôt positif encore. Vous allez me trouver fatigant. Vous allez dire le Québécois est toujours positif. Mais nous sommes dans une démocratie et il faut faire valoir son point. Donc, dans toute démocratie, il y a des gens qui seront toujours à l'encontre de vos idées. Maintenant, il faut convaincre, il faut éduquer. Plus on va convaincre et éduquer, plus on va avoir une majorité qui vont suivre notre pensée et notre façon de voir la société. Plus on va avoir une société ouverte et bienveillante. Moi, je crois beaucoup à ça. Mais le fait qu'il y ait des gens comme ça encore sur la place publique, ça veut dire qu'il faut encore plus convaincre, encore plus éduquer. Parce qu'eux ne sont pas convaincus, ne sont pas éduqués à l'orientation sexuelle. Et moi, je crois que quand tu es un citoyen, que tu payes tes taxes, et d'ailleurs, nous autres, ça nous a beaucoup aidé à un moment donné dans les années 80-90, quand on a parlé de l'argent rose, quand ils ont réalisé qu'il y avait un pouvoir économique chez les LGBT, ils ont dit « Oups, il faudrait peut-être leur donner les mêmes droits parce que il y a un pouvoir économique ici qu'on oublie. » Donc, on est même de plus en plus ciblé par les grands marchés parce qu'ils savent qu'on est, surtout les garçons, on voyage beaucoup, on aime l'art, on aime sortir. Et contrairement à mon époque, moi, à mon époque, on a eu une génération au Québec de coiffeurs parce qu'il y avait tellement de harcèlement scolaire à l'école que les garçons homosexuels abandonnaient l'école. Ils sont tous devenus coiffeurs. Maintenant, il y a beaucoup moins d'homophobie, il y en a encore, mais les garçons... ils peuvent maintenant atteindre des niveaux supérieurs d'éducation. Et là, on a toute une génération d'avocats chez les gays maintenant. Donc, on a un pouvoir économique. Et la journée où tu payes tes taxes comme tout le monde et que tu es un citoyen,
Tu dois avoir les mêmes droits. C'est ça, une société de droit. Tout le monde doit avoir les mêmes droits. Luc, toi, tu fais par exemple des études d'esthétique. Est-ce qu'on t'a déjà jugé pour ça? Par exemple au sein de ton école ou même Pas dans mon école, non, parce que on n'est pas beaucoup de garçons et on est très appréciés, puisque du coup, on n'est pas beaucoup. Ouais. Mais sinon, non, moi, avec l'âge, je me rends compte que voilà, les gens font leur vie. Quand je dis que je fais esthétique, ça choque plus trop. Je pense qu'il y a quelques années, peut-être que ça aurait choqué. On se serait dit, tiens, comme les coiffeurs, quoi, voilà. Ouais. Il est homosexuel, donc il va faire quelque chose qui se rapproche de ce que font les filles. Et maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est de plus en plus ouvert. Donc, Moi, je vais ajouter là-dessus. Parce que nous, au Québec, le fait que les homosexuels ont pris leur place, maintenant, il y a une génération de garçons hétérosexuels qui suivent maintenant leurs ambitions. Donc, on voit des garçons hétérosexuels qui veulent aller vers la danse, qui veulent aller vers la coiffure, qui veulent aller vers le maquillage, vers la mode. Et maintenant, il n'y a plus de problème parce qu'à une certaine époque, un garçon hétéro qui voulait se lancer dans ces activités, c'est la même chose pour les filles qui voulaient aller dans des métiers non traditionnels, étaient souvent ostracisées, étaient souvent rejetées du groupe. Donc, ça ne fait pas que libérer les homosexuels. Hein? L'avancement d'une société, ça libère tout le monde. Mais est-ce qu'on peut être... c'est une grande question, ça. Est-ce qu'on peut être gay et homophobe aujourd'hui? Oh oui. ouais. Vous avez déjà eu des témoignages, par exemple, sur ça, Luc? Non, j'ai pas eu de témoignage, mais je pense que les personnes... il y a certaines personnes qui sont contre l'homosexualité, mais vraiment... qui sont vraiment contre. Parfois, il peut y avoir comme un rejet de soi-même. Pour moi, je pense qu'il y a une partie de ça, parfois. Il y a des catégories chez les homosexuels, chez les bisexuels, les trans. D'ailleurs, moi, j'ai une de mes amies qui est transsexuelle et qui m'a dit les pires préjugés qu'elle a vécus venaient du milieu homosexuel. Oui. Donc, on a tous un travail à faire, et même dans la communauté LGBT. Hein, il faut se regarder la façon dont on se traite les uns les autres, parce qu'on essaye de dire, lui, parce qu'il est dans cette catégorie, il représente mal ma communauté. Quand tu es un gay vieillissant aussi, on voudrait que les gays disparaissent. C'est vrai, ouais. Oui, un peu comme chez les femmes. Une femme vieillissante, on veut pas qu'elle disparaisse de l'espace public. C'est très préoccupant, ça. Donc, on a un travail nous-mêmes au sein de notre communauté là, pour apprendre... La culture de l'image. Oh, oui, chez les gays surtout, oui. Laurine? Justement, j'ai lu un article dans le Gay Times Magazine et c'est un barman, un Anglais, qui considère justement, il est très pudique par rapport à ça, il se considère un petit peu homophobe justement dans sa communauté. Et il dit par exemple, les boîtes gays, c'est comme des marchés à viande en fait. C'est une certaine pudeur, il a une certaine pudeur par rapport à ça. Et il supporte pas de voir, par exemple, deux hommes s'embrasser dans la rue. Donc, c'est très bizarre, en fait. C'est son opinion, puis il a le droit de l'avoir. Cela dit, moi, je suis porte-parole de la fierté à Montréal depuis presque 10 ans maintenant. Et il y a beaucoup de gays, à un moment donné, qui disaient on est contre le défilé, on est contre les festivités. Je dis parfait. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Être contre, c'est facile. Maintenant, qu'est-ce que vous allez proposer d'autre? Joey, tu voulais réagir sur ça également? Sur l'article, oui, parce que... D'après le magazine qu'a dit Laurine, il y a aussi une phrase qui m'est ressortie, il dit en gros, tant qu'il y a de l'homophobie et qu'elle n'a pas disparu, je préfère être un homosexuel homophobe. Pourquoi en fait, au final, pourquoi? Il faudrait lui poser la question. Pourquoi au sein même du même communauté, on arrive encore à avoir des différences à l'intérieur? Je pense qu'il y a peut-être un sentiment de honte qui devrait pas avoir lieu. Ouais. Je veux dire, on est tous différents et voilà, on est différents qu'on soit dans l'hétérosexualité, il y a une différence et dans l'homosexualité aussi. Mais même faire une différence entre hétérosexualité et homosexualité, c'est un peu... je trouve, j'ai l'impression en fait que les personnes qui sont contre l'homophobie pensent qu'on veut créer une nouvelle société alors qu'en fait on veut juste s'intégrer à la société actuelle et voilà qu'on n'ait plus à faire de coming out ou des choses comme ça. C'est qu'être homosexuel, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que la relation sexuelle. Être homosexuel, c'est avoir une vie de couple, c'est vivre en société, c'est avoir des amis, c'est partager des moments en famille. Donc ça fait partie d'un mode de vie plutôt que de simplement l'acte sexuel comme tel. Il faut sortir de ça. Et pourquoi, moi, je pense que je suis un peu d'accord, c'est qu'il y a encore tellement de tabous et de préjugés face à l'orientation sexuelle dans nos sociétés que quand un homosexuel voit une catégorie d'homosexuels, il y a comme encore une peur d'être étiqueté à quelque chose qui ne lui ressemble pas. Donc, parce que même moi, quand j'étais jeune, dans les médias, il y avait 2 homosexuels ouvertement homosexuels et c'était vraiment comme la cage aux folles là, à une certaine époque. Et
moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu as le goût de rejeter cette image-là parce que tu te dis, c'est pas moi. Mais quand tu comprends qu'à un moment donné, il y a toute une gamme, toute une diversité, ben, tu dis, je vais prendre le modèle qui me convient. Et voilà, les autres ont le droit de vivre. Tant qu'ils ne nuisent pas aux autres, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si on peut également parler un peu de médias, on a pas mal de films qui sensibilisent au final sur le sujet. Récemment, on a eu un téléfilm sur France 3, Baiser caché. On a eu le film Pride, quand on a 17 ans, c'est des films français principalement. Et puis au Québec, évidemment, les films de Xavier Dolan. Ces films-là, ce sont de bonnes choses? Ben, moi, je pense que tous les films sont bons. Ouais. Il y a du bon à prendre partout. Donc ça traite du sujet déjà, c'est qu'on en parle. Donc. Mais il faut faire attention que parce qu'on parle du sujet, c'est un bon film. Moi, j'ai vu des films qui parlaient de la réalité homosexuelle qui étaient plutôt moches. Alors, je pense qu'un film peut être bon. Vous avez des noms en tête? Non, je vais me garder une petite gêne. Mais non, j'ai vu des films, je me suis dit, bon, arrêtez. C'est pas parce qu'on parle de la réalité homosexuelle que ça fait un bon film. Hein? Donc, c'est important aussi de dire, de qualifier ces films-là comme étant une œuvre d'art et de l'évaluer comme tel. Et puis, on a aussi des cas d'homophobie dans le sport, surtout en France et même en Angleterre, dans le sport européen en général, le football principalement. Il y a beaucoup de campagnes de prévention autour de ça, mais c'est toujours un tabou. C'est-à-dire qu'un sportif français, anglais, espagnol, aujourd'hui en Europe, sera rejeté même par les supporters. Comment on peut faire face à ce genre de choses? Parce que c'est vraiment spécial dans le sport, en fait. Ben moi, je pense qu'il faut éduquer. Je vais revenir là-dessus. La journée... nous, on a eu quand même un joueur de soccer au Québec qui a fait sa sortie, qui jouait, vous appelez ça le foot, vous? Donc, le soccer, mais après sa carrière, il y a eu beaucoup aussi d'athlètes olympiques qui ont fait leur sortie après leur carrière. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des réticences et moi, à mon avis, c'est beaucoup des réticences commerciales, si vous voulez mon opinion. Chez les Olympiens, moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a certains commanditaires qui vont refuser de donner de l'argent parce qu'ils sont homosexuels. Donc, mais on est en train de changer cette culture-là, mais le sport reste un endroit encore très difficile. Merci à tous. C'est la fin de ce débat. On va parler d'harcèlement scolaire lors de la deuxième partie de l'émission avec des témoignages. Mais avant, on va faire le tribunal des chroniqueurs. Le tribunal des chroniqueurs. Luc, Jasmin, Roy, nos trois chroniqueurs ont chacun une question pour vous, une question qui peut être difficile, qui peut être drôle, qui peut être intenable, qu'ils veulent absolument poser, mais en tout cas c'est une question. Et honneur... Si c'est intenable, je donne un baiser. Honneur aux filles, Laurine. Je vais commencer par Luc. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui t'insulte, qui te traite de sale pédé droit dans les yeux aujourd'hui? Je lui dirais rien, je l'ignorerais, je continue ma route. D'accord. Et la question pour Jasmin Roy? Alors pour Jasmin, est-ce que l'humour peut être une arme puissante pour lutter contre l'homophobie ou est-ce qu'au contraire ça peut susciter des clichés, des caricatures ou des moqueries? Moi je pense que c'est une arme puissante et d'ailleurs moi j'ai travaillé avec beaucoup d'humoristes québécois qui se font souvent traiter d'homophobes et il faut faire très attention parce que je crois que la journée où on ne pourra plus rire de la réalité homosexuelle comme des communautés ethniques, comme des femmes, on va avoir un problème de société. Je pense qu'il faut être capable de faire de l'humour, il faut être capable de rire de nous. Puis je pense qu'au contraire, ça peut être une façon aussi de désamorcer les préjugés. Les questions d'Alexis, tout de suite. Je vais commencer avec Luc. Est-ce que pour toi, YouTube, faire tes vidéos, c'est une sorte d'exutoire, une sorte de thérapie Ouais, ça me permet un peu de faire comme un journal intime, en fait, de parler de choses dont j'ai envie de parler, de me vider l'esprit, d'aider des gens et ça me fait du bien de savoir que j'aide des gens. D'accord. Et la question pour Jasmin Roy, un petit problème de voix. Excusez-moi, c'est l'émotion. Il est très ému ici, vous ne le voyez pas, mais il pleure. Il pleure en studio. Arrête. Je voulais savoir si votre point de vue avait changé sur le mot queer, parce qu'on sait que ça avait fait un débat. Vous avez donné une interview à RDI Matin et vous avez dit « Moi, j'ai toujours eu un malaise avec ce mot-là parce qu'il les empreintes préjugées, on se souvient que l'association s'était excusée sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis excusé parce que je ne voulais pas blesser les gens, parce que ça a été mal interprété. Puis en entrevue, des fois, on ne peut pas tout dire. C'est que le mot queer fait partie des expressions, des injures les plus prononcées dans les écoles anglophones. Donc, un peu comme PD ici, tapette. Nous, au Québec, on dit beaucoup fif aussi. Donc,
queer fag en anglais. Et moi, vu que je travaille autant dans le domaine anglophone que francophone, c'est pour ça que j'ai un malaise avec ça, parce que présentement, dans le milieu éducatif, on essaye d'assainir le langage. Même chez les filles, il y a tout un travail qui se fait parce que principalement, la violence en milieu éducatif, c'est une violence verbale. Donc, moi, j'ai l'impression que ce mot-là est empreint de préjugés parce que, en milieu éducatif, il est utilisé comme arme pour rabaisser les garçons. C'est pour ça que j'avais un malaise. Et les questions de Joey. Alors, Jasmin Roy, j'aimerais vous demander, est-ce que le fait d'être homosexuel, ça n'a pas été un avantage dans votre carrière? Oh non, je pense pas. Pas au début. Au début, moi, avant de faire mon coming out, les gens disaient « fais pas ça, ça va nuire à ta carrière ». Maintenant, je crois que c'est acquis, les gens le savent, mais je crois qu'encore, quand mon nom est autour d'une table, il y a encore des malaises, des fois, oui, on me l'a dit. On me l'a déjà dit par des dirigeantes, mais je suis quand même chanceux, là, je suis quelqu'un de privilégié dans la société. Et pour Luc? Et pour Luc, alors c'est pas vraiment une question, c'est un peu une obligation, on va dire. J'ai été sur ta chaîne YouTube et j'ai pris des commentaires désobligeants, vraiment les pires. Ouais. J'aimerais que tu y répondes. Il y a Bestrine qui a commenté il y a 3 mois, qui a dit « Désolé de dire ça », avec des fautes d'orthographe bien sûr, mais c'est dégoûtant d'être gay, sinon c'est vos goûts, désolé. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Je sais même pas quoi répondre parce que c'est Retourne tellement... à l'école. Ouais, voilà, c'est ça, déjà avant écrit. Ouvre un Becherel. Ouais, c'est ça. Parfait. C'est ridicule. Merci à tous nos chroniqueurs. Jasmin Roy, est-ce que vous avez vu le clip d'Indochine sur l'homophobie et le harcèlement College Boy réalisé par Xavier Dolan? C'est un clip qui a été censuré en France aux heures de grandes écoutes alors qu'il dénonce clairement des violences. Est-ce que censuré, ça a été censuré en France, ouais. Ah ouais, mais c'est une œuvre d'art. C'est sûr que c'est pas comme ça que ça se passe à l'école, mais évidemment, mais c'est une allégorie. Attention, là, je veux dire, moi j'ai trouvé ça plutôt magnifique. C'est sûr que c'est dur, c'est violent, mais ça exprime physiquement ce qu'on vit intérieurement. Exactement. Et justement, on va écouter College Boy d'Indochine. Dans Est-ce qu'on en parle? On revient après pour les témoignages. Le Désap. Oh là là, c'est la décadence. Je n'ai rien contre les homosexuels. On les aime, mais c'est contre nature. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance. Je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qui les regarde pas, en fait. Et si les homos ont envie de se marier, je peux pas en débattre. Parce que je suis pas suffisamment homo pour savoir ce que ça veut dire que d'avoir envie de se marier. Je fais confiance aux homos pour savoir que s'ils demandent à se marier, c'est qu'ils en ont besoin. Après, ça me regarde plus, quoi. Ça n'a rien à foutre. Je propose un texte qui fige le principe qu'un enfant est toujours le fruit d'un père et d'une mère. L'ex-premier ministre, dernier rempart pour sauver la famille au sens traditionnel du terme. François Fillon, député de Paris, père de famille nombreuse. C'est tout pour le JDD. Alors non, c'est pas tout pour le JDD. On lit notamment en page de droite que la manif pour tous veut ressusciter. Alors ce qui me semble une bonne nouvelle, puisque dans ressusciter, il y a tout de même la chouette notion de décès. On est envahi, on ne peut plus avoir maintenant une histoire sans histoire gay, on ne peut pas voir un film à la télévision, une série sans qu'il y ait les gays qui s'expriment. Bon, là maintenant c'est la Palme d'Or, bon ça va quoi. On a écrit une chanson il y a 25 ans, 30 ans qui s'appelait Troisième Sexe. C'était déjà votre signature de l'époque, en fait. Et je suis atterré qu'elle soit encore d'actualité. Là où je suis atterré, c'est de savoir que là c'est la première fois que des gens manifestent pour enlever ou ne pas donner des droits à d'autres gens. C'était la même chose quand on ne voulait pas donner le droit de vote aux femmes. Je pense que tous les gens qui ont été manifestés ou qui sont contre ça auront forcément à un moment donné honte dans quelques années. Vous aurez reconnu Alexandre Astier, François Fillon, Vincent Dedienne, Christine Boutin, Nicolas Sirkis et une homophobe. Ça vous a choqué ça, Jasmin Roy, la première? Moi, ça me fait plutôt rire parce que l'ignorance, c'est toujours assez lucratif. Toujours assez ludique. Mais c'est de l'ignorance complètement parce que les études, même par rapport aux couples homosexuels qui ont des enfants, disent que ça fait des enfants plutôt équilibrés. Donc, il faut faire attention. Moi, quand je parle d'ignorance, c'est ça, de l'ignorance. Quand il y a eu des études universitaires et qu'on met des millions partout dans le monde pour avoir des études universitaires et que ces gens-là, surtout des gens politiques, sont incapables de lire ces études-là, c'est un problème d'ignorance crasse. Eh bien, on va témoigner désormais dans Est-ce qu'on en parle? Pour
Pour réagir, rendez-vous sur Facebook, Est-ce qu'on en parle, et sur Twitter, #EQEP, EQEP. Est-ce qu'on témoigne? On va s'intéresser au harcèlement scolaire désormais par le biais de 2 de vos témoignages. Déjà celui de Maxime, victime de violences scolaires de sa maternelle au collège, et celui de LDF, dessinateur et président de l'association Loser et alors, une association qui lutte comme votre fondation Jasmin Roy contre le harcèlement. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter déjà le témoignage de Maxime. Il est un peu long mais il est nécessaire, dont l'intégralité d'ailleurs est disponible sur YouTube sur la chaîne Maxime Grandjean. J'étais victime de harcèlement scolaire juste parce que j'étais moi-même. Ça a duré de la maternelle jusqu'au collège. Tu n'es pas comme nous, tu n'es pas dans le moule, tu es différent. Et c'est pour ça qu'on t'harcèle. La 4e, c'est là que, pour la première fois, j'ai fait mon coming out à quelqu'un. Et bah putain, je le regretterai longtemps ça. En une matinée, j'étais devenu le PD du collège. Au niveau de ce qui concerne les classes, j'ai un souvenir très fort d'une journée où on m'insultait de PD à voix haute. Et le professeur, à aucun moment, ne s'est retourné. Et le sport. Je pense que beaucoup ont douillé avec le sport. Pour moi, le pire, c'était quand même les vestiaires. Le moment des douches où on prenait tes affaires pour les mettre dedans, que du coup, t'allais les rechercher, on fermait la porte derrière toi, du coup, t'étais bloqué, tu tapais comme pas possible afin qu'on te laisse sortir. Et que, au final, ce soit le prof qui vienne t'ouvrir, qu'il réagisse pas après, qu'il sanctionne personne, juste, il retourne faire ce qu'il a à faire comme si c'était normal. Juste ça, quoi. Juste ça. C'était de la survie. C'était de la pure survie. Et dans le même temps, pour la première fois, quelqu'un m'avouait ses sentiments, me disait qu'il m'aimait et que j'étais bien pour lui. J'étais tellement heureux. J'étais tellement heureux. Alors même que cette relation amoureuse commençait, elle s'est arrêtée dans l'instant avant que je ne comprenne que c'était encore du harcèlement pour exposer ma sexualité, mon intimité aux yeux de tout le monde en m'ayant vendu des sentiments. J'avais plus confiance en personne, j'avais plus confiance en moi-même. Tous les soirs, je rentrais et j'avais l'impression de mourir. Et le matin, j'avais envie de rester mort. J'avais pas envie de continuer de vivre ça. J'avais juste envie que ça s'arrête complètement, que mettre un énorme stop sur tout ça et que ce soit fini. Alors je vous rassure, aujourd'hui Maxime va mieux, tout ça est désormais derrière lui. Joey, c'est un problème toujours aussi présent malgré les années, le harcèlement à l'école. Oui, le harcèlement à l'école est devenu le sujet le plus préoccupant et qui a fait son retour dans l'actualité ces derniers temps avec aussi la violence, on l'a vu. Et selon SOS Homophobie, 69% des victimes d'intolérance liée à leur orientation sexuelle ont moins de 18 ans. On peut se demander maintenant si l'école, ce n'est pas devenu l'endroit où la violence s'exprime librement. Ça vous a touché ce témoignage? Oui, évidemment, parce que j'ai passé par là moi-même, donc je sais, je connais la détresse, je connais le désespoir. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on est d'une société où essentiellement les droits protègent les droits LGBT. Donc, je crois que les droits en tout cas les politiques doivent s'appliquer à l'école. À un moment donné, en démocratie, c'est ça. Donc, si on a décidé de vivre d'une société où les hommes et les femmes ont les mêmes droits, où toute communauté culturelle a les mêmes droits que n'importe quel autre et qu'on a décidé collectivement de mettre des lois en place, il faut que ces lois-là s'appliquent à l'école. Et à mon avis, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à développer les compétences sociales des enfants autour de cette réalité-là. Donc, ce que ça fait beaucoup d'intolérance et il n'y a pas que l'homophobie là, en milieu scolaire, mais l'homophobie fait partie des problématiques numéro 1 chez les garçons. Chez les filles, c'est autre chose. On sait beaucoup plus l'apparence, la réputation. Les mots sont autres aussi. Mais ce que ça veut dire, c'est que la société doit mettre beaucoup d'efforts pour éduquer, pour s'assurer que ces gens-là, c'est terrible d'entendre, moi, si j'étais le père de cet enfant-là ou la mère, je me dirais, c'est effrayant ce qu'on lui fait vivre à l'école. Juste avant de jouer, Alexis, tu veux réagir? Du coup, est-ce que vous en voulez plus à vos bourreaux ou à leurs parents? Moi, j'en veux au milieu scolaire. Quand j'entends ça, j'en veux à l'école. J'en veux pas aux parents. Parce que l'école a un devoir aussi d'assurer la sécurité des élèves. C'est à l'école qu'on apprend à socialiser. Donc, si on n'est pas capable de socialiser adéquatement, on va avoir des problèmes éventuellement comme adultes. Donc, si on n'est pas capable de montrer aux jeunes à bien socialiser, à rentrer en contact avec quelque chose qu'on ne comprend pas ou même qu'on ne veut pas dans notre vie. Moi, je crois que ça se peut que dans la vie, on soit obligé de côtoyer des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Mais de les agresser, là, on a un problème de société. Ça va bien des parents plutôt.
Cette agression, ça vient de leur éducation, non? Non, je crois pas. Oui, en partie. Mais je crois qu'à l'école, à un moment donné, il faut assurer la sécurité des élèves. Et ce qu'on a entendu dans le témoignage, c'est que ça se faisait devant des adultes. Donc, la journée où un adulte ne dit rien, il est en train de donner l'autorisation. Joey, on a un numéro d'écoute pour ceux qui auraient besoin. Oui, effectivement, un numéro d'écoute donc, qui a été fait pour les victimes du harcèlement en général à l'école. Il est disponible 7 jours sur 7 et c'est le 0810 20 30 40, le 0810 20 30 40. Il est accessible au personnel des établissements scolaires et aussi bien sûr aux élèves qui sont victimes de propos homophobes ou de toute autre forme de harcèlement. Luc, ça c'est un témoignage qui vient de YouTube. Est-ce que toi, tu as déjà été en contact avec des gens qui ont témoigné, par exemple, sur les réseaux sociaux, grâce à tes vidéos qui leur ont peut-être redonné un peu confiance? Ah oui, ouais, c'est ça en fait. J'ai eu beaucoup de messages qui me disaient que grâce à des conseils que je peux donner, même si c'est peut-être pas les meilleurs conseils, mais voilà, c'est d'après mon expérience, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait aidés, que ça leur avait permis d'avancer tout simplement. Ouais. Ben justement, on va donner la parole également à LDF, président de l'association Loser et alors. Loser alors, c'est une association à but non lucratif qui a pour but de sensibiliser les gens au harcèlement scolaire, notamment par le biais de témoignages postés par les utilisateurs du site loseralors.fr. Ces témoignages sont anonymes de base, mais peut-être signés par un pseudo. N'importe qui peut témoigner dans le sens où ça peut être quelqu'un qui a subi, qui a fait subir ou qui a juste été témoin, actif ou non actif. L'intérêt de Loser alors, il est double. Ça va être dans un premier temps de permettre aux personnes de mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti pour ensuite pouvoir exprimer leur mal-être et commencer à combattre ce problème. Car pour résoudre un problème, il faut le connaître, le comprendre. Contrairement à ce que dit un certain Premier ministre, lol, comprendre n'est pas forcément excuser, mais essayer de se préparer pour ne pas refaire les mêmes erreurs. De plus, ce site sert d'exemple concret à donner au corps enseignant pour dire que non, c'est pas simplement des jeux entre enfants, que non, il ne faut pas laisser la jeunesse se faire, et que non, ce n'est pas normal que des gamins fassent chier d'autres gamins. Ce n'est pas normal. Excusez-moi du peu. LDF qui enchaîne en rajoutant que les responsables du harcèlement ne sont pas forcément les enfants eux-mêmes. Les responsables du harcèlement scolaire ne sont pas forcément les enfants eux-mêmes, même s'ils ont une part évidente de responsabilité, mais ce ne sont pas les seuls responsables. Quand dans les médias publics et globaux, des personnes insultent des personnes de couleur ou quand des personnes vomissent leur haine envers les homosexuels et autres communautés LGBT, alors évidemment le gamin va assimiler ces informations comme étant une vérité évidente puisque ce qui passe à la télévision est vrai et donc va reformuler ça avec ses propres mots sur ses camarades qui sont différents de la norme. Donc oui, les médias ont une part très 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 importante de responsabilité avec le harcèlement scolaire. Joey, on a également d'ailleurs un numéro pour les cas de harcèlement scolaire pour ceux qui aimeraient éventuellement en parler. Alors il y a 2 numéros même, le 01 58 91 12 97, c'est un numéro gratuit, et un autre, donc un numéro vert gratuit qui s'appelle Non au harcèlement, qui est donc le 30-20 et qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, et un site internet donc pour se renseigner, c'est le non-au-harcèlement.education.gouv.fr. Et bien sûr on rappelle le nom du site loser-et-alors.fr. Jasmin Roy, vous pensez que les médias sont également responsables? Il faut faire très attention. C'est l'encadrement parce qu'on parle beaucoup des médias. Là, nous, on a eu ça, là, le cyberharcèlement, excusez-moi, je cherche mes mots, mais là, le cyberharcèlement, parce que nous, on dit cyberintimidation. Oui, il peut y avoir des jeunes qui sont beaucoup plus influencés par les médias, mais le problème, ce que dit la recherche, c'est le manque d'encadrement des adultes autour de ces manifestations-là. Donc, si un enfant vit dans un milieu familial où il voit des choses à la télévision et qu'il n'y a aucun adulte, que ce soit les parents ou en milieu éducatif, qui viennent mettre les choses en perspective, ça fait plutôt des enfants, oui, qui vont avoir des préjugés. Mais il faut faire très attention. Le problème numéro 1, parce que le harcèlement, c'est un problème relationnel. Les gens qui utilisent la violence pour harceler les autres, c'est un problème relationnel. Donc, il y a un problème de socialisation ici et ça prend des réponses relationnelles, ça prend des solutions relationnelles. Donc, il faut faire très attention que de mettre tout le blâme sur les médias. Moi, je crois qu'il faut surtout mettre le blâme sur les adultes qui ne sont pas capables de s'asseoir avec les jeunes pour mettre les choses en contexte. Pour dire, écoute, on vient de voir, exemple, moi, j'ai fait un documentaire avec un producteur. Et il a réalisé que son fils de 13 ans allait voir de la pornographie sur Internet. Il s'est assis avec lui, il a expliqué « J'espère que tu es au courant que ce n'est pas la sexualité normale d'un être humain. » Okay? Donc, il faut expliquer. Si on n'explique pas à l'enfant, oui, l'enfant va penser que c'est ça la sexualité. Donc, c'est le problème, c'est l'encadrement. Et quand on parle d'encadrement chez les jeunes, ce n'est pas que de la discipline, c'est aussi d'être des modèles positifs,
d'être des gens qui vont les conseiller, leur expliquer les situations, parce qu'il y a des choses qui se passent en politique qui ne se passent pas dans la vie quotidienne. Et car le harcèlement et l'homophobie n'ont pas lieu qu'en France, on part avec notre correspondant aux États-Unis, Guillaume Ouattara, pour en apprendre plus sur ce qu'il se passe outre-Atlantique. Les humeurs de Guillaume. Et bien voilà, la musique de fond trahit tout de suite le lieu d'où je vais vous faire part de mon humeur aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique. J'ai la chance de passer 6 mois sur un campus américain et je me suis dit que cette émission serait la bonne occasion pour aborder le thème de l'homophobie ici aux États-Unis. Alors vous me connaissez, moi j'aime bien commencer par quelques chiffres assez révélateurs sur le sujet. Un collégien américain entend en moyenne 26 fois par jour des expressions dénigrantes comme PD, tapette, gouine, lesbienne. 80% des jeunes gays et lesbiennes disent souffrir gravement d'une isolation sociale. Enfin, 28% des élèves gays quittent l'école sans jamais obtenir de diplôme contre 11% de leurs compères hétérosexuels. Ces chiffres proviennent tous d'une enquête réalisée par la Commission sur la jeunesse gay et lesbienne du Massachusetts il y a une vingtaine d'années. La question est la suivante, la tendance est-elle à la baisse ? Pas sûr, Une enquête réalisée cette fois en 2014 par le FBI montre qu'un cinquième des violences liées à la couleur, à la religion ou au genre touchent la communauté LGBT. Alors au-delà des chiffres, à quoi ressemble la vie pour les membres de la communauté LGBT dans une fac américaine? Je vous propose de prendre l'exemple de Valparaiso dans l'Indiana. On est à 1 heure à peine de Chicago et c'est la fac où j'étudie actuellement. Alors pour que le portrait soit le plus précis possible, je dois dire que c'est une fac chrétienne, protestante. Les journées sont rythmées au son des cloches de l'église qui est située au milieu du campus. Malgré cette forte religiosité, le campus est extrêmement tolérant et engagé sur les questions d'orientation sexuelle. Un exemple très concret, le 11 octobre dernier se tenait la journée nationale du coming out. Pendant plusieurs jours, une exposition temporaire a été mise en place au sein de la bibliothèque universitaire. Outre des pins avec le drapeau arc-en-ciel, les étudiants pouvaient lire des témoignages d'homosexuels sur le campus qui racontaient leur parcours. Et puis surtout, cette journée a été l'occasion d'un rassemblement un soir sur le campus. Alors vu de l'extérieur, je dois confier que c'était un peu étrange. Sur des tables avaient été placées des nappes aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, des petites bougies avaient été allumées et le tout donnait le sentiment d'une cérémonie religieuse. Mais en fait pas du tout, Il s'agissait d'un moment d'échange et de discussion initié par Alliance, l'association LGBT+ de l'université. Les étudiants présents ont notamment été invités à se lever, se mettre en ligne et avancer ou reculer d'un pas en fonction de réponses qu'ils donnaient à différentes questions sur leur identité et leur orientation sexuelle. Bref, comme le disait récemment une étudiante que j'ai rencontrée sur le campus, ici les gens sont très ouverts, très tolérants, c'est vraiment génial. Néanmoins, du chemin reste à faire du côté des fraternités et des sororités, ces lieux de vie qui organisent souvent des fêtes et qui ont un peu de mal à accepter la communauté LGBT. Alors pour conclure, mon humeur du jour en un mot, la décadence, ou plutôt devrais-je dire... Oh là là, c'est la décadence. Allez, à très bientôt. Merci Guillaume, on te retrouvera bien évidemment tous les mois pour ton humeur, peut-être en France d'ailleurs pour la prochaine, Guillaume sera peut-être revenu. Notre troisième pause musicale est déterminée par notre invité Jasmin Roy, puisqu'il paraît que vous avez écrit votre livre en écoutant une chanson bien précise. Pas juste cette chanson-là, mais Melody Gardot, qui à mon avis est une chanteuse exceptionnelle. J'ai tous ses albums et quand j'écrivais mon livre, j'écoutais sa musique en boucle et cette chanson-là particulièrement. De toute façon, c'est la chanson la plus connue de Melody Gardot, Baby I'm a Fool. Eh bien, on va écouter Baby I'm a Fool de Melody Gardot tout de suite dans Est-ce qu'on en parle ? On revient tout à l'heure pour le jeu. #Ekep. Nous sommes toujours avec Jasmin Roy et Lukitou. On va vous lancer un défi, chers invités, avant de parler, de jouer tous ensemble. Je vous explique le déroulement, c'est très simple. Jasmin Roy, nous allons vous lire des tweets et vous allez devoir deviner si Luc en est l'auteur. Si vous avez 4 bonnes réponses sur 6, Luc devra suivre une de ses fans sur Twitter. Il s'agira de Lulu Clem 1, on donnera le nom juste après. Sinon, il devra tweeter « Le maquillage c'est fini, je change de passion, les vlogs sur le tunique bientôt sur ma chaîne, #tutut ». Quant à toi Luc, tu devras deviner si Jasmin Roy a bien tourné dans les œuvres québécoises que je te citerai. 4 bonnes réponses sur 6 également pour qu'il suive un tweetos qui a liké la fiche de l'émission. Sinon, Jasmin Roy, vous devrez suivre la ministre de l'Éducation française, Najat Vallaud-Belkacem. Je crois que je la suis déjà. Non, vous la suivez pas. Ah non, mon vous la suivez pas, on a déjà vérifié. On va commencer par les tweets de Luc. Jasmin Roy, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, allons-y. Alors, est-ce que Luc a tweeté « Dans ma vidéo maquillage pour Halloween, quelqu'un m'a dit que j'étais mieux maquillé comme ça ?» Oui. Oui, exactement.
C'est vrai? Ouais. Quelqu'un t'a vraiment dit ça? Ouais, c'est ça. C'est gentil, hein? Un peu gênant, mais bon. Alors, est-ce que Luc a tweeté ces temps-ci, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai envie de nouveau, j'ai besoin de changement? Non. Eh bien si, Ah. ça aurait pu être François Hollande, mais c'était bien, c'était vraiment un tweet de Luc. Donc un point déjà pour vous. L'éducation nationale, l'escale de la violence. Point d'interrogation. Oui. Non, c'était de Joey. Ça, c'est moi. C'est toi, ça? Ok. C'était de Joey. Toujours un. C'était un retour fracassant aujourd'hui, merci à tous. Oui. Non, c'était la manif pour tous. Voyons, ça va pas très bien. C'était la manif pour tous qui a tweeté ça. Trop fier de vous montrer mon nouveau produit aujourd'hui. La vidéo est là. Ah bah là c'est oui. Non, c'est Enjoy Phoenix. Ben là, voyons. Il Une est pas autre- très bon, mais c'est parce que je le connais pas assez. Une autre youtubeuse qui fait du maquillage. D'accord. Donc, dans tous les cas, c'est perdu, mais on va faire la dernière pour le jeu. Elle est pas mal. Bonjour. Ben oui. Non, c'est Valentin. C'est ton Ah copain. oui, qui bah, a tweeté c'est bien ça. son style. T'as jamais tweeté bonjour? Non, je crois pas. Ah, ok. Donc un point. Donc Bon, ben, Luc, tu devras tweeter le maquillage c'est fini, je change de passion, Ok. les vlogs sur le tuning bientôt sur ma chaîne #tutut. Donc on compte sur toi pour le faire Pas de tout à souci. l'heure. On va passer désormais à Jas Marois. Donc c'est toi Luc qui devra deviner si oui ou non Jas Marois a joué dans les œuvres qui vont suivre. Attention, ce sont toutes des œuvres québécoises. 4 bonnes réponses sur 6 pour que ils suivent un de ses fans sur Twitter. Sinon ce sera Najat Vallaud-Belkacem. On commence avec Chambre en ville. Non. Bah si, on en a parlé au début de l'émission Ah, Chambre en ville, qui est une des séries les plus populaires d'ailleurs dans laquelle C'est vous de avez suite, tourné. ouais. Oui. Donc Chambre en ville, le rôle de Des millions Mathias, et des millions de personnes qui nous écoutent. le rôle de Mathias Bélanger. Les Amours imaginaires. Non. Non, effectivement, c'était un film de Xavier Dolan. La chanson de l'éléphant. Non. Non, donc 2 toujours. C'est un film de Charles Binavé. Bonne réponse. La guerre des tucs, pas les gâteaux. Oui. Eh bien non, toujours pas. C'est un film d'André Mélenchon. Toujours 2 pour toi. Carmina. Oui. Oui, d'ailleurs, vous avez joué le rôle d'un skinhead. Oui. C'est quoi cette Très histoire? violent. J'étais très violent dans ce film. Oui, d'ailleurs, il voulait pas me voir en audition parce que j'ai toujours joué des rôles de garçons plutôt gentils quand j'étais plus jeune. Là, vous jouez un skinhead, Et là, effectivement. oui, ça. j'avais rasé mes cheveux pour leur prouver que je pouvais avoir l'air méchant. Donc 3, oui 3, toujours, il manque un point. La vraie, d'ailleurs ça va jouer sur celle-là, il est pas mal. La vraie nature de Bernadette. Non. Non, donc ça fait 4. Donc c'est un film de Gilles Carle, un film sur le Québec hippie d'ailleurs des années 70 que vous avez un petit peu connu. Oui, parce que mes parents étaient hippies. Donc ça fait 4, donc vous devrez suivre un de vos fans sur Twitter. Lola25, on vous donnera l'adresse de son Twitter à la fin de l'émission. Eh bien on va jouer désormais. Est-ce qu'on y joue? Et le principe est simple, aujourd'hui nous avons choisi 2 scènes de séries télé et de cinéma. Le but est de les réinterpréter en direct. Chaque invité aura la sienne et 1 ou 2 chroniqueurs seront tirés au sort pour participer avec lui. Jas Marois, nous vous avons attribué une scène de Camelot. C'est une série française très populaire. Vous jouerez le roi Burgonde et Luc évidemment une scène de Titanic. Hein, tu joueras Jack. Si l'équipe Jas Marois fait la meilleure interprétation, c'est Maxime Moruc qui remportera le livre de Jas Marois, Sale PD. Sinon, si l'équipe de Luc l'emporte, ce sera Clément Potier. Donc 2 participations de la page Facebook. Le choix en reviendra à la personne qui ne jouera pas, puisque il y a 5 rôles en tout sur 2 scènes. On va garder le meilleur pour la fin. On va donc commencer par écouter l'extrait de Camelot. Cuillère. Très bien. Très bien. Cuillère. 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 Mais ça fait rien. Oh, ça fait rien. Alors, à propos du traité de paix. Le traité de paix. Ok. Alors, on va demander un interprète. Ah! Arthur! Arthur! Eh ben, quoi? Cuillère. Interprète. 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 Cuillère. Arthur. Quoi? La fleur en bouquet fan. Et j'emmène René. Bon, vous traduisez exactement ce que je vous dis. Hein. Là, on est en train de jouer la paix du royaume. On discute pas météo. Météo! Non mais attendez, j'ai pas dit que je parlais le burgonde, moi. Et qu'est-ce que vous foutez là, alors? J'ai dit que quand j'étais gamine chez les Pictes, j'avais une petite copine prisonnière qui était burgonde. Eh ben, vous parlez burgonde. Non! Arthur, pas changer assiette pour fromage. C'est pas du burgonde, ça. Cuillère, 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 cuillère! Avec César! Oh,
J'espère qu'il ne faut pas que je fasse ça. Non, on aura le son pour ça. On va tout de suite choisir qui va jouer le roi Arthur. Donc je vous laisse tirer un petit papier, Jasmin Roy. Ah, ok, d'accord. Joey. Donc c'est Joey qui fera le roi Arthur. Je te donne la feuille de Joey. Et celui qui jouera Dame Célie. Alexis, si on peut faire passer la feuille à Alexis de l'autre côté. On va commencer l'interprétation tout de suite. C'est à vous. On commence par le roi Burgonde, il me semble. Cuillère. Très bien. Très bien. Cuillère. Cuillère. Eh ben ça fait rien. Oh, ça fait rien. Alors, à propos du traité de paix, le traité de paix, ok, on va demander un interprète. Arthur. Eh ben quoi? Arthur. Eh ben quoi? Cuillère. Interprète. Interprète, cuillère, Arthur. Quoi? Je m'étouffe. La fleur à bouquet fan et jamais ne renaît. Bon, vous traduisez exactement ce que je vous dis. Hein. Là, on est en train de jouer la paix du royaume. On discute pas météo. Météo. Non mais attendez, j'ai pas dit que je parlais burgonde, moi. Et qu'est-ce que vous foutez là, alors? J'ai dit que quand j'étais gamine chez les Pics, j'avais une petite copine prisonnière qui était burgonde. Et ben alors, vous parlez burgonde? Non. Arthur. Pas changer assiette pour fromage. C'est pas du burgonde, ça, hein. Cuillère. Ave César. Ça, c'est pas de Qui moi. l'a fait? Bravo. Joey. Non, bravo, franchement. Bravo. On va passer désormais à la scène de Titanic. On va écouter l'extrait. Il y a quelques coupures parce qu'il y a 30 secondes de musique en fait entre chaque réplique. On était un petit peu obligés. C'est parti. Bonjour Jack. J'ai changé d'avis. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici. Donnez-moi votre main. Et fermez les yeux. Allez. Montez là-dessus. Accrochez-vous, garde-fou. N'ouvrez pas les yeux, ne regardez pas. Je ne regarde pas. Montez sur la balustrade. Redressez-vous. Tenez bon. Gardez les yeux fermés. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. Très bien. Ouvrez les yeux. Je vole! Jack! Viens Joséphine dans ma machine qui vole, s'envole, comme une folle. Et la grande question, c'est qui va jouer Rose? On ne sait pas pour l'instant. Bah Luc, je te laisse tirer un papier. celui que tu veux. Alexis. Bon bah on va refaire passer le papier à Alexis. C'est super. D'ailleurs il y aura une petite musique d'ambiance quand on va réinterpréter la scène. Gary, je compte sur toi pour la passer. C'est quand vous voulez, musique d'ambiance. Bonjour Jack, j'ai changé d'avis. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici. Chut, donnez-moi votre main et fermez les yeux. Allez, montez là-dessus. Accrochez-vous au garde-fou. N'ouvrez pas les yeux, ne regardez pas. Je ne regarde pas. Montez sur la balustrade. Redressez-vous. Tenez bon, gardez les yeux fermés. Vous avez confiance en moi ? J'ai confiance en vous. Très bien, ouvrez les yeux. Je vole, Jack. Viens, Joséphine, dans ma machine qui vole, s'envole, comme une folle. Bravo! Oh. C'est pas aussi bien que Jess. Bah, on va demander à Laurine. C'était la version gay de Titanic. On va demander à Laurine, vu que Laurine n'a pas joué. Pour toi, c'est l'interprétation de Kaamelott ou de Titanic alors? Kaamelott était quand même pas mal. Ah, je sais pas, c'est vraiment dur de choisir. C'est à toi de choisir. Tu peux demander à Gary ce qu'il en pense aussi. Oui, Gary, t'en penses quoi? Gary, qui a un micro. Là, je doute vraiment. Moi, je vote Titanic quand même. Ouais, c'était beau, hein, c'était émouvant quand même. C'était très émouvant. Allez, on garde le côté romantique pour Titanic. Titanic, et bien ce sera Clément Potier qui remportera le livre de Jasmin Roy dédicacé à son nom. Vous fera gratouiller un petit peu sur votre livre, Jasmin Roy. C'est déjà la fin d'Est-ce qu'on en parle. Merci à tous d'avoir participé. Merci à notre invité d'honneur, Jasmin Roy. Merci de m'avoir invité, c'est un privilège. Merci à vous. Votre livre est disponible dans toutes les bonnes librairies en France et bien évidemment sur internet. Donc Sale PD pour en finir avec le harcèlement et l'homophobie à l'école.
Bon retour à vous au Québec dans plusieurs jours. Merci d'avoir été présent. Dans quelques jours, vous allez encore rester un peu en France. Merci à Luc de la chaîne Lukitou d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris pour cette émission. On te retrouve sur ta chaîne YouTube, ta page Facebook et sur Twitter, Lukitou. Un très grand merci à toi. Merci à Joey, notre éditorialiste, après un an d'absence. Ça m'a fait très plaisir de partager cette émission avec toi de nouveau depuis celle sur la presse. Moi de même. Et puis Joey, tu as quelques numéros à rappeler. Oui, et pour revenir sur le sujet, vous avez donc plusieurs numéros, le 0810 20 30 40, 0810 20 30 40 ou le 01 58 91 12 92, et vous avez aussi le numéro vert non au harcèlement qui est le 30 20, et vous avez aussi un site d'information non au harcèlement.education.gouv.fr. Mais Laurine, il y a aussi d'autres associations qui s'occupent de ce cas. Exactement, il y a SOS Homophobie, Estime, SIS Association, Contact et bien sûr Le Refuge. Merci à Laurine, merci Alexis, merci à nos voix off Gilles Well et Cyril Mazzotti. Et puis un grand merci au Studio École de France pour son accueil et sa disponibilité. On se retrouve dans quelques semaines pour la 2e de la saison. Plus d'infos sur les réseaux sociaux. Et en attendant, comme la coutume ne change pas après 2 ans, très cher Wallotte d'Orcani, je vous donne le mot de la fin. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.